très heureuse de vous retrouver aujourd'hui ici à Sainte-Pexine. Alors Sainte-Pexine, c'est une toute petite commune rurale située entre Mareuil-sur-Lay et Saint-Hermine, Bournezeau et Bessay. Alors Saint-Hermine, c'est un endroit qui est très intéressant puisque c'est un espace essentiellement constitué de terres agricoles qui seraient quasiment identiques à celles estimées dans les années 90. La commune offre vraiment des paysages variés, de la plaine au bocage, mais elle dispose surtout de deux atouts majeurs, à savoir le lait, mais aussi la rivière la Smagne. C'est ici que se situe le logis de Chaligny, un logis aménagé ici probablement à partir du XVIIe siècle, un logis entièrement ceint d'un jardin. Un jardin entretenu avec amour par Marc et Alain. Alors, bienvenue au jardin. Alain, merci de nous recevoir. Ah ben c'est un grand plaisir. En plus, on a un temps idéal pour visiter le jardin. Oui, nous n'avons pas encore, nous sommes le premier jour de l'été, mais il n'y a pas encore les grosses chaleurs. Pas les grosses chaleurs. On va bien en profiter. Et on voit que tout est bien vert. Alain, comment a commencé votre histoire ici à Chaligny? Ah, mais l'histoire à Chaligny, c'est un rêve d'enfant en fait. C'est-à-dire que je suis né, j'ai eu la chance de naître dans le midi de la France, dans une famille d'horticulteurs, dans des jardins. Et nous avions un livre que j'adorais, c'était le guide d'élite close, où il y avait l'illustration effectivement de toutes les plantes annuelles. Et je trouvais ça très très joli et je me suis amusé, j'ai commencé à m'amuser à commander des graines à partir de ce catalogue. Bon, j'avais une dizaine d'années. Oui, tout petit. Et donc j'ai commencé à acheter des graines et puis à les planter, etc. Bon, à faire vos premiers essais. Mais voilà, mais ça c'est formidable pour les enfants effectivement de connaître l'éveil de la nature et de comprendre qu'à partir d'une graine, on peut obtenir des fruits. C'est extraordinaire. Bien sûr. Et donc voilà, c'est parti de là. Et alors, mon drame, si je peux dire, c'est que j'ai commencé à travailler à Paris. J'ai quitté la Côte d'Azur à l'âge de 20 ans. Changement radical. Changement radical. Et j'ai habité en ville. Là, en ville, un appartement, à part le balcon ou mes trois pots, il n'y a pas de jardin. Le palliatif, c'est que j'allais visiter beaucoup de jardins. Et donc j'avais une espèce d'envie de jardin que j'exprime aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis dit, le jour où je vais prendre ma retraite, il me faut un grand jardin. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est arrivé comme ça. J'avais une maison idéale en tête que j'ai trouvée en Vendée. On a retrouvé dans le tiroir de la mairie le cadastre napoléonien. Début du 19e, donc 1830. Alors, une source incroyable. C'est formidable parce qu'il est extrêmement précis. Oui. Il est exécuté à la main, aquarellé. Mais alors, il a une taille, il doit faire pas loin d'un mètre, 1,80 m de large. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a tout le parcellaire. C'est-à-dire que grâce à la lecture de ce plan, vous saviez où se situait le potager, exactement. Le verger. Tout à fait. Il y avait 3 potagers. Alors le bas jardin, le grand jardin, et puis l'affiage des cerisiers. Et alors surtout le tracé de toutes les allées, avec les arbres d'alignement. Qui n'existaient plus. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Oui, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de plantes, le bois était impénétrable, on ne pouvait pas accéder au bord de la rivière, à travers les ronciers. Et donc tout ça m'a beaucoup plu. Et donc on a commencé à s'attaquer à dessiner la composition du jardin, la redessiner, la retrouver en fait. Bien sûr. Et puis on a replanté effectivement tous les arbres d'alignement à l'emplacement d'origine. À l'origine, donc sur la matrice cadastrale, cette parcelle correspondait déjà à un bois? Ah oui, complètement. Il y avait un bois compartimenté
par des allées. On peut expliquer ça alors? Pourquoi ce bois compartimenté? Ah ben si, mais si, bien sûr. Parce que le bois était indispensable à la vie autarcique de cette époque. C'est-à-dire que le bois était nécessaire pour la chasse, déjà. Il y a pas mal d'animaux, évidemment, il fallait se nourrir. Il y avait bien les animaux domestiques, mais il y a aussi les animaux sauvages, les oiseaux notamment. Et alors, ce qui était le plus important, c'était le bois de chauffage. Donc il y avait des parcelles qui tournaient. Généralement, il y avait 9 parcelles dédiées et chaque année, on abattait une parcelle. Parce qu'au bout de 9 ans, l'arbre qui a poussé n'est pas très gros, mais ça fait une bûche correcte. Et on n'a pas besoin de la fendre. Et donc il y avait une rotation. Et en plus de ça, il y avait ce qu'on appelait une fruitière. La fruitière, eh bien on s'y trouve d'ailleurs, c'était l'espace où on plantait des arbres qui donnaient des fruits secs pour l'hiver. C'est-à-dire donc des noisetiers, des noyers et des châtaigniers. Donc le bois avait une fonction vitale. Merci. Alors, est-ce que vous acceptez maintenant de nous parler botanique ou nous présenter quelqu'un qui pourrait nous parler un petit peu de botanique? Oui, certainement. Marc Barbeau, notre grand jardinier qui a commencé à planter des collections savantes tout à fait intéressantes et qui est un passionné de plantes botaniques. Vous croyez qu'il accepterait de nous rencontrer? On va essayer. On va essayer. On va essayer. Merci alors. Avant de retrouver Marc, je vous propose désormais une petite pause pour découvrir un focus botanique. Je vous présente ce qu'on appelle les bulbes d'automne, c'est-à-dire les tulipes, les jacinthes, les crocus, jonquilles. Ici, ce sont des bulbes que l'on peut planter de septembre à novembre. Et en Vendée, nous avons un climat adapté, on peut aller jusqu'en décembre, en fonction des années. À quelle profondeur plante-t-on un bulbe? C'est simple. Vous prenez votre bulbe, la hauteur, vous la mesurez, et vous remettez la même quantité de terreau par-dessus sa tête. On voit qu'on s'arrête ici, ce qui veut dire qu'il faut faire un trou de cette profondeur, poser le bulbe au fond, la partie fine pointue au-dessus, la partie racinaire en dessous, et lui remettre par-dessus la tête la quantité de terreau suffisante pour arriver au même niveau. Et par-dessus la tête, on rajoute une petite poignée d'engrais universel pour que la plante ait suffisamment de potasse pour se nourrir au moment où elle poussera. N'oubliez pas, pour qu'une bulbe pousse, germe, il faut de l'eau. La première semaine, vous arrosez et vous pouvez planter des holas au milieu de vos massifs que vous enterrez jusqu'à cette profondeur. Au bout d'une semaine, c'est eux qui prendront le relais pour nourrir en eau vos bulbes et ainsi avoir une floraison prolongée. Pour terminer, je vous souhaite une bonne plantation de toutes les variétés que je vous ai présentées afin d'avoir un massif fleuri. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à venir nous voir. Alain nous a expliqué que lorsqu'il a investi Chaligny, on était sur une friche. Tout à fait. Il n'y avait plus de jardin. Tout à fait, il n'y avait rien. Ouais. Comment mettre en place cet ensemble qu'on voit aujourd'hui dès le départ? C'est-à-dire, vous avez un plan d'ensemble, vous avez cheminé les choses, vous avez dessiné. On a, non, pas vraiment dessiné, c'est-à-dire qu'on a toujours, comment je pourrais dire mentalement, c'est un peu dans le cerveau que ça se passe. C'est-à-dire qu'on projette dans le futur ce qu'on veut faire maintenant. Et alors il faut prendre en considération le développement du végétal, le choix du végétal, ce que on veut faire précisément. Et puis aussi, il y a le respect des lieux. Donc il ne faut pas mettre n'importe quoi, parce qu'ici nous sommes dans un site donc dit naturel. Moi j'appelle Chaligny, c'est le bâtiment est assez austère si je peux dire, mais donc on a fait un jardin qui soit, moi j'appelle ça le jardin des champs.
C'est-à-dire que on a gardé l'authenticité, le naturel, et on a donc planté des arbres, des arbustes qui rentrent dans ce schéma. Vous ne verrez pas échaligner des arbres de couleur pour pas que l'œil soit agressé par les arbres de couleur, parce que dans le paysage, c'est très important. Donc tous les choix qu'on a faits par rapport à ces essences sont vertueux par rapport au respect de l'ensemble de la nature qui environne les lieux. Et du bâtiment également. Et du bâtiment, voilà, ça c'est très important. Alors, question complètement de néophyte, Marc, on pense d'abord arbre, on pense d'abord fleurs, on pense arbre et fleurs ensemble. Alors, l'arbre structure. Donc c'est la base, c'est le squelette des lieux, c'est celui qui va imager l'ensemble et qui va faire prospérer l'ensemble par rapport au futur. Donc on a des grands volumes et là on adapte les plus petits volumes qui sont les arbustes et puis ensuite on adapte dans certains lieux la fleur qui va compléter l'ensemble. Donc tout ça c'est un mouvement d'ensemble qui s'articule principalement autour de l'arbre. Merci Marc. Est-ce que vous nous amenez désormais voir une plante, une fleur, un arbre que vous aimez tout particulièrement? Alors il y en a un qui est à côté. Ah bon, on va y aller tranquillement alors, ici. Alors ça, c'est un Cladastris kentucua, le virgilier. Alors il n'est pas très gros, parce que depuis le temps qu'il est là, il a à peu près 15 ans. Il devrait être 3 fois plus fort, plus gros. Mais alors c'est un arbre absolument délicieux, parce qu'il a 2 particularités. Au printemps, il fleurit, il fait des grosses grappes de fleurs blanches, donc comme un nuage. C'est absolument remarquable. Et en plus, à l'automne, il a une coloration jaune, un peu comme le ginkgo biloba, le arbre aux 40 écus. À l'automne, il est jaune et ça fait un effet absolument bœuf. Voilà. Alors, on utilise un peu ce genre d'arbre. Vous voyez, il est vert, il est fleuri au printemps, donc ça a un peu un aspect à côté du chêne, à côté du frêne, donc un peu plus décoratif. Et en plus, à l'automne, ils ont des couleurs absolument remarquables, ces arbres. Mais c'est un arbre qui est relativement rare. Les Cladastris ne sont pas très employés dans les jardins, et c'est ce qui est dommage. Et c'est ce que je dis aux gens qui viennent ici, je leur dis toujours, essayez de penser autre chose que l'olivier, le palmier, le fautignin, voilà. Surtout chez nous. C'est clair. Et donc, le fait est, c'est qu'il faut absolument diversifier. La nature offre, propose des essences absolument admirables qui ne sont pas employées par, je sais pas, par manque d'éducation, par manque de curiosité, par manque de bon sens même. Ne serait-ce que c'est absolument extraordinaire ce qu'on peut faire. Alors, avant de vous laisser, Marc, avant de vous laisser tranquille et retourner au jardin, moi j'ai une dernière question parce qu'elle est essentielle, cette question. On voit bien tout ce que vous avez en tête, c'est absolument incroyable. Est-ce que vous avez à cœur aujourd'hui de transmettre ce qu'on vous a appris? Ah ben oui, de vivre pour garder pour soi, ça vaut pas le coup. Ouais. L'idéal, c'est même pour tous les arts, voilà, c'est de transmettre. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la plante par elle-même. Et de cette plante, essayer de transposer, de passer le pot à quelqu'un d'autre, vous voyez. Voilà. L'image est très belle. Voilà, c'est je te transmets quelque chose en espérant que plus tard, il fasse la même chose, vous voyez. Bon, on va rester là-dessus, nous on va repartir. Marc, merci beaucoup Je vous en prie. Pour votre accueil. Et continuez surtout, continuez. Oui, il faut, mais vous savez, quand on est dans un cycle comme ça, c'est extraordinaire. Et pour clore notre rendez-vous, je vous propose un focus offert par un apprenti du jardin. Aujourd'hui, je vais vous parler des paillages. Donc, 2 grandes familles de paillage. Le paillage minéral qu'on trouvait auparavant et aujourd'hui, quelque chose qui se développe, le paillage organique. Donc, les bienfaits du paillage organique sont la fraîcheur gardée par les plantes, le ralentissement des pousses des adventices
et l'apport de matière organique pour les plantes. C'est un type de paillage qui se démocratise beaucoup auprès des jardins privés et publics. C'est un paillage qui est beau à l'aspect et qui demande de l'entretien, mais pas nécessairement beaucoup. C'est un paillage qui vit dans le temps, donc qu'il faut toujours recharger tous les 2-3 ans à peu près. En général, on a une épaisseur de paillage compris entre 5 et 10 cm pour avoir les bienfaits. Les paillages minéraux sont plutôt aujourd'hui utilisés dans des massifs pour les décorer, surtout dans un but esthétique, et pour éviter la pousse des adventices qui sont alliés avec des bâches tissées ou des procédés du même genre. Les paillages minéraux vieillissent dans le temps, donc ça veut dire qu'ils peuvent passer de couleur. Aussi, ils créent des îlots de chaleur, donc ça veut dire qu'ils n'apportent pas forcément de la fraîcheur au sol, donc ce qui aujourd'hui nous préoccupe un peu. Aujourd'hui, je préconise le paillage organique car il réutilise les déchets de vos jardins. J'espère que comme nous, vous avez été séduits par ce merveilleux jardin du logis de Chaligny, un jardin labellisé Jardin remarquable depuis 2007. Bien évidemment, nous vous invitons à venir découvrir ce merveilleux endroit. Alors sachez que les jardins du logis de Chaligny sont ouverts toute l'année sur rendez-vous et sinon les premières semaines de septembre ou autrement bien pour les rendez-vous nationaux du type Neurodon, rendez-vous au jardin ou encore les journées européennes du patrimoine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue au jardin.